Aujourd'hui, où le monde redéfinit le sens de la richesse, le Pérou nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la vie elle-même. Et la protéger et la célébrer fait partie de notre philosophie depuis plus de 5000 ans. Lorsque nous avons découvert que la terre est notre mère, et cela fait de toi notre frère, notre sœur, et c'est pourquoi même si aujourd'hui nous devons être séparés, nous nous préparons pour t'embrasser à nouveau et t'accueillir dans le pays où tu découvriras le vrai sens de la richesse. Quand tout cela sera terminé, nous aurons confirmé que le plus riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui célèbre le mieux la vie. Merci à tous les présents pour avoir accepté cette invitation et ce nouveau webinaire, le panorama des anciennes cultures péruviennes, 3000 ans d'histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier à notre maître de conférence aujourd'hui, Blandine Gauthier, qui a vécu 2 ans aux États-Unis et 2 ans au Mexique. Et c'est là qu'elle a découvert les civilisations précolombiennes. À son retour en France, a intégré le EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui lui offrait la possibilité de mener des recherches sur l'iconographie et l'ethnohistoire. Elle est titulaire du diplôme d'école master et a continué avec un DEA en anthropologie culturelle. Depuis 22 ans, elle voyage beaucoup au Pérou et se passionne par nos cultures incas et pré-incas sur lesquelles elle travaille beaucoup en iconographie. Blandine, je vous laisse nous faire parcourir notre beau pays, le Pérou. Merci. Merci Rosario. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes et merci. Je voudrais d'abord remercier Rosario pour m'avoir invité à cette conférence, donc dans le cadre de l'action promotionnelle qui est menée par Plan Pérou, et remercier Maria Elena Corvès, avec qui j'ai été en contact depuis pas mal de temps et qui m'a offert cette opportunité de vous parler d'une de mes passions, à savoir les cultures précolombiennes et plus particulièrement les cultures pré-incas. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire cette réunion franco-péruvienne, puisque je sais que vous nous observez depuis la France, mais aussi depuis le Pérou, et ça fait bien plaisir d'avoir les deux de chaque côté. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est ma petite photo. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler des cultures pré-Incas, parce que vous avez tous entendu parler des Incas, au moins vous connaissez l'existence de cette culture, de cette civilisation, qui était celle qui était présente au moment de l'arrivée des Espagnols. C'est pour cela qu'on connaît en fait cette culture, parce que les Espagnols nous en ont parlé, parce qu'on a eu des chroniques qui ont été écrites, parce qu'on a des documents qui ont été publiés à l'époque coloniale, et que donc on a beaucoup plus d'informations sur cette culture. Mais les Incas, figurez-vous que ça ne représente qu'à peine 100 ans d'histoire dans un panorama culturel qui est beaucoup plus riche que cela et qui s'étend sur 3000 ans d'histoire. Alors moi, j'ai 1 heure pour vous parler de 3000 ans d'histoire, qui, vous comprenez, est un petit peu court, mais le but de cette conférence, c'est de vous donner un panorama général et vous faire toucher du doigt justement cette richesse culturelle absolument incroyable que possède le Pérou. Donc sur cette carte ici, juste pour vous situer rapidement, donc le Pérou qui est le 3e plus grand pays d'Amérique du Sud après le Brésil et l'Argentine. Et la particularité de ce territoire, c'est d'être traversé par la cordillère des Andes, ce qui va autoriser du coup le Pérou à avoir une immensité, une très large diversité d'écosystèmes, puisque à chaque niveau des Andes, en partant du bas et en montant, on passe par ce qu'on appelle des étages écologiques. On passe d'un côté vers l'océan Pacifique, de l'autre côté vers l'Amazonie. Et donc, tout cela va donner au Pérou une richesse biologique absolument incroyable. Juste pour vous donner une idée, sur les 103 zones de vie que les biologistes ont mis en évidence dans le monde, 80 se trouvent au Pérou.
Et cette richesse, cette biodiversité absolument phénoménale qui nous fait passer du désert extrêmement aride de la côte jusqu'à l'Amazonie en passant par des sommets à 5500 mètres d'altitude et des neiges éternelles, eh bien, va aussi avoir pour conséquence de créer une diversité ethnique et culturelle qui est toujours à l'heure actuelle inépuisable et que l'on continue à découvrir au cours du temps. Parce qu'effectivement, quand on pense au Pérou, on pense surtout à la cordillère, aux Andes, mais il faut savoir que le littoral est recouvert d'un désert extrêmement aride et que la partie orientale, eh bien, c'est 60% du territoire qui est recouvert par l'Amazonie. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Amazonie parce que c'est un endroit un petit peu à part et qu'il se trouve que les grandes cultures péruviennes ont surtout été présentes sur la côte pacifique et dans la partie des Andes. Alors, la partie des Andes, en fait, vous la voyez ici, la partie du littoral, elle est un petit peu particulière puisque on est, comme je vous ai dit, dans un désert extrêmement aride, qui est un désert créé en fait par la rencontre d'un courant froid, qui est le courant de Humboldt, et qui bloque en fait les précipitations qui arrivent de la mer, qui sont bloquées par les Andes. Et il y a donc un phénomène dans l'air qui fait que les précipitations ne se déversent pas le long du littoral, mais restent bloquées en altitude. Donc, il ne pleut pas. Et du coup, eh bien, on a un désert absolument incroyable qui se développe tout le long de la côte, qui continue d'ailleurs du côté du Chili. C'est exactement le même écosystème que l'on a. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, eh bien, ce désert est entrecoupé de petits oasis, puisqu'il y a des rivières, des fleuves qui naissent depuis les Andes, qui se jettent dans l'océan Pacifique et qui créent ces oasis. Donc voilà une photo ici, vraiment typique de la côte péruvienne, où vous voyez ce désert donc très important, et vous voyez cette oasis de culture qui est alimentée par ces rivières, et la route que vous voyez là-bas derrière, qui est la panaméricaine, et qui va donc circuler à travers ce désert. Dans la partie andine, au fur et à mesure que l'on monte dans les Andes, pardon, excusez-moi, on passe par des étages écologiques, comme je vous ai dit, qui sont très différents, très variés, et donc dans lesquels la faune et la flore va changer à chaque fois qu'on monte en altitude. Et on arrive à travers des vallées interandines. Donc vous avez une jolie photo ici qui vous montre des pratiques de culture en terrasse, dont les anciens péruviens étaient devenus vraiment des experts dans ce type de rentabilité d'un territoire agricole qui est assez réduit de par la diversité, mais surtout de par la présence du désert, de la montagne et de l'Amazonie. Les terres agricoles, en réalité, sont assez peu nombreuses. Et l'altiplano qui est ici, qui est compris en fait entre deux chaînes des Andes dans la partie du sud et où se trouve le fameux lac Titicaca dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, cette diversité de niveaux écologiques associée à la diversité de la faune, de la flore et des terrains qui sont accessibles à la culture va effectivement définir des pratiques culturelles qui sont toutes différentes selon l'époque, selon les datations et selon les groupes ethniques concernés. Alors jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, 30 ans à peu près, on pensait que les groupes ethniques les plus anciens au Pérou, en tous les cas constitués en tant que société, étaient présents à peu près vers 1800 avant Jésus-Christ. L'homme est présent depuis bien plus longtemps que cela, mais un groupe organisé socialement, avec une hiérarchie, avec une organisation religieuse et politique, eh bien on pensait que ça avait commencé vers 1800 avant Jésus-Christ. Maintenant, on sait que c'est faux, puisque en 1994, on a découvert ce site vraiment extraordinaire, mais très surprenant, qui est le site de Caral, qui se trouve à 6 heures de route au nord de Lima, et qui a permis à une archéologue péruvienne qui s'appelle Madame Ruth Chadi de mettre en évidence, regardez, tout un ensemble de pyramides. Tous ces petits monticules que vous voyez là, ce sont des pyramides qui ont été disposées autour de grandes places cérémonielles, et derrière, vous voyez que les montagnes qu'on aperçoit, eh bien, ce sont les contreforts des Andes, puisque ce littoral désertique est en fait très peu large à certains endroits, il ne dépasse pas une centaine de kilomètres de large. Et en bas, vous voyez une autre photo donc, de ces pyramides qui, au départ, ressemblent à des tumulus. Et on ne s'était pas attardé dessus, puisqu'on pensait que c'était la nature qui avait fait ce genre de réalisation.
Ruchadi va mettre en évidence qu'il n'en est rien, que ce sont bien des pyramides à degrés, des pyramides tronquées, comme on trouve partout sur le continent américain. Mais là où vraiment la révolution a lieu à ce moment-là dans le monde de l'archéologie, c'est que ces pyramides sont datées de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et Caral apparaît donc comme un site un peu perdu dans le désert. D'ailleurs, quand on y accède, ça se mérite un peu, Caral, et on se demande vraiment comment ils ont eu l'idée de s'installer à cet endroit. Mais n'oubliez pas qu'en réalité, il y a un oasis à côté, comme le veut toute bonne implantation humaine depuis les temps reculés. Il y a toujours de l'eau dans les endroits où on s'implante. Et l'oasis, regardez ici, c'est la vallée de Soupé, du fleuve Soupé, qui vient des Andes, qui se jette dans l'océan Pacifique. Et Caral n'est pas le seul site le long de cette vallée, puisqu'on a retrouvé les restes d'implantation de 20 centres cérémoniels distincts, dont le plus grand est Caral. Et on pense que les autres centres cérémoniels étaient quelque part inféodés au pouvoir de Caral. Et vous avez ici en haut une petite photo qui vous montre une plateforme qui permettait d'accéder à une place cérémonielle dont je vais vous parler. Et voyez que l'on a des appareillages en pierre. Le site de Caral est un site que l'on va qualifier de pré-céramique, parce qu'on est à une époque très ancienne dans laquelle la céramique n'est pas présente, mais on a déjà des constructions malgré tout très élaborées avec des appareillages en pierre. Alors, ils n'allaient pas chercher les matériaux bien loin, on est dans le désert, certes, mais on a la montagne à côté, on a des pierres de type calcaire. Et on va tailler des pierres, on va faire des mortiers et on va remplir les couches intérieures des pyramides, néanmoins avec des choses un petit peu particulières dont je vais vous parler. La grande pyramide ici, qui est donc l'une des constructions les plus importantes du site de Caral, est placée dans l'axe, vous le voyez, d'une place qu'on qualifie de place semi-souterraine. Et vous voyez qu'il y a des pierres dressées à l'intérieur de cette place qui sont des pierres in situ et qui en quelque sorte marquaient l'entrée vers cette place cérémonielle. Et là, on a toute une représentation cosmologique qui est en place. Quand on pénètre à l'intérieur de cette place semi-souterraine, c'est comme si on rentrait dans l'inframonde. Et de l'autre côté, quand on monte la pyramide, eh bien, on passe par l'espace terrestre et on monte vers l'espace céleste. Et on sait que toutes les cultures andines, depuis Caral jusqu'à l'époque Inca, pensent que la Terre est plate, que l'on a des niveaux qui permettent d'accéder au monde céleste vers le haut et des niveaux qui descendent vers le bas et qui rentrent à l'intérieur de la Terre qu'on appelle l'inframonde. Donc des cultes sont donnés à ces différents niveaux auxquels sont associés des animaux, puisque le condor représente l'espace céleste, le serpent l'espace terrestre et le jaguar l'espace de l'inframonde. Et ces trois animaux sont bien sûr les animaux les plus puissants que l'on connaisse dans la nomenclature andine. Voilà à quoi ressemble cette place semi-souterraine circulaire. Vous voyez qu'on a des escaliers qui permettent d'y accéder et à l'intérieur, eh bien, on peut réunir une centaine de personnes. On a vraiment largement la place pour réunir beaucoup de monde. Donc on avait des fêtes, on avait des cérémonies, on avait des rituels qui se déroulaient à l'intérieur de cette place. Donc si on a ça, ça veut dire que la société de Caral, eh bien, elle est extrêmement organisée, extrêmement hiérarchisée et qu'on devait avoir déjà probablement des prêtres, des dignitaires et des gens importants, même si malheureusement nous n'avons pas toutes les informations qui nous permettent de préciser cette information. Mais la construction de Caral, je vous ai dit, elle est un peu particulière. On a un appareillage en pierre, mais à l'intérieur des gradins, à l'intérieur de la pyramide, pour aménager les remblais à l'intérieur, on va utiliser un matériel qu'on appelle le chikra, qui est en fait un matériel constitué de filets à base de roseaux qui vont être attachés et tissés. Et dans ces filets, eh bien, regardez, on met des pierres, on met des cailloux, on met du sable, on met de l'argile, on met des déchets. Et on porte ces chikras sur le dos et on les jette à l'intérieur des différents remblais. Ça, c'est une technique très particulière que l'on va trouver dans plusieurs sites qui sont dépendants de Caral, qui était la façon que l'on avait de remblayer l'intérieur des différentes terrasses. Et grâce à ce matériel, on a pu faire des datations et c'est là qu'on a compris effectivement que Caral était bien antérieur à tous les autres sites que l'on connaissait jusqu'à présent. Et du coup, eh bien, le Pérou prend sa place parmi les cultures les plus anciennes dans le monde. C'est-à-dire que le Pérou n'a plus rien à envier aux cultures mésopotamiennes ou les cultures du bassin de l'Indus. On est sur des datations qui sont vraiment très anciennes.
Voilà une photo ici qui vous montre l'une des pyramides de Caral, qu'on appelle la pyramide de la Huanca. Et je vous l'ai présentée parce qu'elle est placée dans l'axe d'une pierre dressée qui se trouve en fait au milieu de cette grande place cérémonielle. Et ça, c'est un élément très important de la pensée andine qui veut que des pierres à différents endroits soient considérées comme sacrées. En fait, le monde andin est basé sur une étroite relation entre l'homme et la nature. L'homme considère que la nature possède une force intérieure et que les éléments de la nature, les montagnes, les fleuves, les sources, les rivières, les pierres, sont considérés comme sacrés. Et on appelle ça communément des waka, H-U-A-C-A ou W-A-K-A, ça dépend de l'orthographe qu'on veut donner. Mais quand on parle de certaines pierres dressées, on appelle ça des huancas. Et voyez que celle-ci est particulièrement à l'honneur parce qu'on l'a mis au milieu de la place, devant une grande pyramide. Et cette tradition-là, elle apparaît à Caral et elle se poursuivra tout le long du développement andin jusqu'à l'époque inca. Et les Incas nous racontent des mythes à propos de personnages, d'êtres humains qui se seraient fossilisés, qui se seraient changés en pierre au terme d'un périple, au terme de différentes aventures. Donc cette relation entre l'homme et son environnement qu'il va sacraliser, elle est fondamentale pour comprendre la pensée andine. Ça se met en place à l'époque de Caral et ça continuera jusqu'au XVIe siècle. Un autre élément très important de ces cultures de la côte, c'est l'usage que l'on fait d'un coquillage qu'on appelle le spondylus. Ce spondylus est un coquillage qui n'existe pas sur la côte péruvienne. On le trouve le long de la côte équatorienne, là où le courant chaud d'El Niño permet son développement. C'est un coquillage qui ne vit que dans des mers chaudes. Or, le courant de Humboldt, qui refroidit la côte péruvienne, ne permet pas à ce coquillage de pouvoir se développer. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on en a partout? Pourquoi est-il aussi important? Pourquoi est-il aussi représenté? Eh bien, c'est parce que vous avez entendu parler du phénomène d'El Niño, qui est un phénomène de changement justement de courant dans l'océan. Le courant de Humboldt est remplacé par ce courant chaud qui vient de l'intérieur du Pacifique, qui se démultiplie en quelque sorte, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et ce courant chaud amène avec lui de la pluie, amène avec lui des sortes de tempêtes tropicales qui vont être dévastatrices très souvent pour la côte péruvienne, mais qui apportent l'eau en réalité et qui réchauffent l'intérieur de la mer. Donc d'un seul coup, ce coquillage qui n'était pas présent, eh bien, il apparaît. Et donc, dans la pensée andine, eh bien, le spondylus devient la métaphore, devient la représentation de l'arrivée de l'eau, même si elle est souvent destructrice, mais en tous les cas, c'est un symbole de fertilité marine, de fertilité de la terre. Et ce joli coquillage, eh bien, on va le polir, on va le découper, on va en faire des petites plaquettes pour faire des colliers, des pectoraux, des bracelets, toutes sortes d'ornementations qui seront bien sûr utilisées par les classes sociales les plus élevées. Et on va en faire de la poudre également, que l'on va jeter par terre lorsque le dignitaire se déplace. Eh bien, il ne foule pas le sol de ses pieds, il marche sur cette poudre de spondylus. Donc le spondylus est vraiment à l'honneur dans tous les rituels andins, dans toute la pensée andine. Et comme je vous disais tout à l'heure, Caral est une société pré-céramique, donc on ne connaît pas la céramique. Par contre, on a des petites figurines assez amusantes comme celle-ci qui sont faites en argile crue. Et regardez, on a un couple qui est représenté ici, probablement des gens importants parce que le monsieur possède ici un collier, il a des ornements d'oreilles, la femme a aussi un collier et elle a une tunique avec de la peinture. On ne sait pas bien sûr qui sont ces personnages, ce qu'ils représentent, mais on en a retrouvé plusieurs des figurines de ce type-là, notamment aussi des femmes avec des couleurs de cheveux différentes. On en a avec des couleurs jaunes, orange et noires. Donc vous voyez, c'est un peu la famille L'Oréal représentée à l'époque de Caral. Et ces petites figurines, souvent, sont placées dans des sortes de paniers en vannerie, mais on ne sait pas si elles étaient disposées en tant qu'offrande ou si elles étaient utilisées en tant qu'amulettes et si elles représentaient un portrait quelconque de personnage.
Pour Rucciadi, Caral est considéré comme l'origine de la civilisation andine. Bon, Rucciadi est très attachée forcément au site de Caral qu'elle fouille depuis 1994. Elle y a fait des découvertes absolument extraordinaires. Mais néanmoins, on ne peut pas vraiment qualifier Caral comme étant l'origine de la civilisation andine, tout simplement parce qu'on sait maintenant qu'il y a eu tout un ensemble de sites qui se sont développés en même temps que Caral, à la même époque que Caral, dont l'un d'entre eux qui est très important, qui se trouve plus dans le nord, dans la région de Chiclayo, qui est le site de Ventarrón. Et à Ventarrón, on a retrouvé, regardez l'image ici à droite, une peinture murale qui est datée de la même époque que Caral et qui en fait la première représentation de peinture murale de tout le monde andin et de tout le monde américain. Nulle part ailleurs sur le continent, on a retrouvé une peinture aussi ancienne que celle-là. Une peinture qui représente un cerf, alors on ne le voit pas très très bien, c'est un petit peu confus, mais c'est un cerf qui est pris dans un filet. Et il se trouve que la capture d'un cerf dans un filet est une métaphore du sacrifice humain. Ça aussi, Rucciadi ne veut pas reconnaître qu'à Caral, on ait pu avoir des actes de guerre et des actes de sacrifice. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé d'armes à Caral, mais ça n'exclut pas les pratiques sacrificielles. Donc ça, on pourrait aussi en discuter, mais en tous les cas, il y a eu des pratiques sacrificielles à Caral. Et une autre chose intéressante à Ventarrón, eh bien, c'est ce mur ancien qu'on a retrouvé qui a une forme, regardez, de demi-croix andine. Et la croix andine, je vous la montre ici, elle fait partie du paysage andin. C'est un motif, c'est une représentation de la cosmologie andine qui illustre justement ces trois univers dont je vous parlais tout à l'heure, le monde céleste, le monde terrestre et l'inframonde, avec les niveaux intermédiaires. À l'époque Inca, cette croix andine, on la trouve partout. Mais il faut savoir que dès les époques pré-céramiques, on trouve déjà la présence de cette croix andine. Et cette construction ici représente une demi-croix andine qui souvent aussi figure la montagne, dont je vais vous reparler après. Il y avait un foyer ici dans la partie basse, et c'est là qu'on a retrouvé des restes de charbon de bois qui ont permis de faire des datations et donc de se rendre compte que Ventarrón est un site contemporain du site de Caral. Donc Caral n'est pas tout seul. De façon concomitante, on a plusieurs sites qui se développent à cette époque-là, qui vont probablement peut-être avoir des communications, des échanges, mais c'est un ensemble culturel qui se met en place. À partir de 1800 avant Jésus-Christ, on va dire que le site de Caral va commencer à décliner, le site sera abandonné, les pyramides seront scellées et la population va bouger, les gens vont partir. Les gens, ils disparaissent pas, hein. Les gens, ils vont simplement bouger, partir dans un endroit et dans un autre. Et on a d'autres centres cérémoniels qui vont émerger à ce moment-là, dont l'un d'ailleurs, dont on a retrouvé les traces il n'y a pas très longtemps, dans la même région qui s'appelle Sechin Bajo, qui a la même datation que Caral et même peut-être plus ancien que Caral. Enfin, en tous les cas, on en a un ici qui s'appelle Cerro Sechin, dans la vallée de Casma, donc un petit peu plus au nord. Et là, on a retrouvé un mur d'enceinte. Alors, c'est un tout petit site, mais on a un mur d'enceinte sur lequel on a des stèles, regardez, gravées, qui représentent des personnages en pied, tenant une massue, portant une coiffe. Et ces personnages-là, bien sûr, ont été identifiés comme étant des guerriers. Ils ont une massue dans la main, ils ont une bouche qui est un peu agressive, probablement à caractère féline. Et sur d'autres pierres juste à côté, eh bien, on a des têtes, regardez, des têtes avec des yeux fermés, avec des sortes de volutes et de protubérances qui sortent de la tête, qui sortent des yeux. Et ces têtes, eh bien, sont des têtes coupées. On a même, si vous regardez bien ici, une jambe qui est coupée et on a aussi un flot qui sort de cette jambe, qui est un flot de sang. Donc là, d'un seul coup, on a une pratique guerrière et une pratique sacrificielle qui est omniprésente et qui en plus est présentée à la vue de tous parce qu'il suffisait de regarder à l'époque ces stèles pour contempler les pratiques sacrificielles. C'est une propagande politico-religieuse qui était mise en place. Donc les pratiques sacrificielles, elles sont évidentes dans ce site de Casma, mais comme je vous l'ai dit, elles étaient probablement déjà présentes à l'époque de Caral.
Maintenant, on va laisser la côte et on va passer un petit peu dans les magnifiques paysages des Andes, à travers ces vallées interandines dont je vous parlais tout à l'heure, et regarder les paysages des sommets andins enneigés, qui sont tous absolument magnifiques. Et on va se rendre donc dans le site de Chavin de Huántar, qui est en fait le grand site cérémoniel qui va succéder justement à cette époque formative pré-céramique. Chavin de Huántar, on considère cette culture comme ce qu'on appelle un horizon panandin, parce que du style Chavin, de la culture Chavin, eh bien à ce moment-là, on va en trouver partout. On est vers 1500 avant Jésus-Christ. Le site commence à se mettre en place et c'est un petit peu comme si toutes les cultures antérieures s'étaient fédérées autour de Chavin de Huántar, s'étaient réunies autour de ce site qui va devenir un grand centre cérémoniel et qui va devenir également un lieu qui va non seulement fédérer, mais diffuser des croyances, des traditions, des rituels à travers tout le monde andin. C'est pour ça qu'on appelle le Chavin de Huántar un horizon panandin. Alors voilà une photo à gauche de la pyramide principale de Chavin de Huántar, prise depuis une plateforme semi-souterraine. Vous voyez qu'on a des petits escaliers qui permettent d'y accéder. Et à droite, voilà la maquette en fait de Chavin de Huántar, où on voit cet édifice ici, qui est celui qui est sur la photo, qui donne accès directement sur cette place quadrangulaire semi-souterraine. Mais vous voyez qu'à droite, là, on a une autre petite place avec un accès à une place semi-souterraine circulaire qui reproduit un petit peu ce qu'on avait à l'époque de Caral. Or, ce complexe, vous voyez, en fait, est assez petit et très réuni autour de cette place centrale. Et à l'intérieur, vous voyez qu'en fait, on voit difficilement ce qui peut se passer dans ces temples. C'est des constructions qui sont très lourdes, qui sont très massives. Et bien, c'était fait exprès pour pas que les gens de l'extérieur puissent savoir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, on a probablement à l'époque une espèce de mise en scène politico-religieuse de la part des prêtres, de la part des dignitaires. Mais lorsque les archéologues sont allés faire des sondages à l'intérieur, eh bien, figurez-vous que c'est un vrai gruyère. On a des petits passages, on a des croisements de chemins à l'intérieur à différentes hauteurs. Et puis, on a retrouvé plusieurs stèles sculptées qui vont nous montrer justement la richesse de l'iconographie de Chavin de Huántar, qui fait de ce site un centre cérémoniel et probablement un lieu de pèlerinage. On pense qu'à Chavin de Huántar, il y avait des oracles qui rendaient des oracles et que les gens venaient consulter à différents moments de l'année à travers des pèlerinages. Ça, c'est une tradition qui probablement déjà peut-être existait à Caral, mais on n'en a pas la preuve. En tous les cas, va se mettre en place à l'époque de Chavin et perdurera jusqu'à l'époque Inca. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un fond culturel commun aux Andes depuis des époques très anciennes jusqu'à l'arrivée des Espagnols. La place circulaire, vous la voyez ici. Alors, les constructions au milieu, elles sont plus tardives, donc celles-là, on les oublie. Mais il y avait des stèles qui étaient incorporées sur tout le pourtour, vous le voyez, qui étaient sous forme d'appareillage en pierre. Et à gauche, je vous ai mis la représentation de l'une de ces pierres, où on voit un petit monsieur, un petit bonhomme, qui est de profil, avec sa main repliée sur le torse. Si on regarde sa bouche, on voit bien que sa bouche, elle n'est pas très humaine. C'est une bouche avec des crocs. Donc ce monsieur, en fait, est ce qu'on appelle un personnage mi-homme, mi-félin, mi-homme, mi-jaguar, et qui tient devant lui un cactus. Le cactus étant connu, parce que c'est un cactus qui existe toujours à l'heure actuelle, pour être éminemment hallucinogène. Et ce cactus, qu'on appelle le cactus San Pedro, procurait effectivement des états altérés de conscience qui permettaient aux chamans, aux prêtres, de pouvoir rentrer en communication avec les dieux. Mais ce personnage mi-homme, mi-félin, regardez, on a une autre pierre ici qui le représente très bien. Regardez les crocs qui sont vraiment très, très largement représentés. Il tient un spondylus dans la main. Regardez, on retrouve les petites protubérances sur l'extérieur de la coquille du spondylus. Et dans la main gauche, il a un autre coquillage qui vient de la côte pacifique, qui est un gros coquillage qu'on appelle le Pututu. En fait, son nom latin, c'est un strombus, et que lorsqu'on souffle à l'intérieur, ça fait un bruit de corne de brume. Et on en a retrouvé beaucoup de ces coquillages à Chavin, qui étaient probablement utilisés pour le bruit et pour la musique qu'ils procuraient.
Mais à l'intérieur du bâtiment, directement dans l'axe de la petite place circulaire que je viens de vous montrer, quand on pénètre dans le bâtiment, on arrive dans des petites coursives très étroites, très sombres, très humides, et au bout de l'une d'elles, regardez sur quoi on tombe, sur un monument assez impressionnant qu'on appelle le Lanson. Alors Lanson est un mot espagnol qui veut dire qu'en fait on a comme une lance plantée dans le sol et qui représente, regardez, si on le déplie, parce qu'en fait il est comme plié en deux, hein, c'est quand on le regarde de face, on a un côté à droite, un côté sur la gauche, et on n'arrive pas à avoir la figure vraiment complète. Il faut imaginer qu'on le met sur un plan aplani pour pouvoir le contempler. Et là, on a un personnage mi-homme, mi-félin, qui a une main en l'air, une main par terre, et qui a une corde aussi le long du monolithe qui remonte. Et cette corde, eh bien, symboliquement parlant, vient préciser le positionnement de ce personnage qui relie le monde céleste, le monde terrestre et l'inframonde. Et ce Lanson était de toute évidence à l'époque l'oracle que l'on venait consulter, mais que les gens ne voyaient pas de l'extérieur parce qu'il y avait des prêtres qui étaient là pour faire la liaison entre les demandes des gens et la réponse que l'oracle donnait depuis l'intérieur du temple. Donc toute une mise en scène, bien entendu, très importante qu'on va retrouver à des époques plus tardives. Ce personnage mi-homme, mi-félin, regardez, il est très complexe. Vous voyez qu'on le retrouve ici. On voit la bouche, mais cette fois-ci dirigée vers le haut, avec l'œil qui est ici. Il porte ici des ailes d'oiseau en tant que déguisement. Et on va le retrouver ici sur une stèle très connue, qui est la stèle Raimondi, qui représente un personnage qui tient un bâton de chaque côté et qu'on a appelé donc le dieu au bâton. Mais vous voyez que l'iconographie de Chavin, c'est une iconographie extrêmement confuse. C'est une iconographie complexe qui est un petit peu difficile à aborder quand on n'a pas l'œil exercé. Tout ça, c'était fait exprès. C'était fait pour rendre l'art justement complexe et plein de petites informations et de petits motifs différents. Sur le pourtour du mur du temple principal, on a retrouvé des têtes tonneaux, comme celle que vous voyez ici, qui représentent encore des personnages mi-homme, mi-jaguar. On en a 41 au total. Malheureusement, il n'y en a plus qu'une qui est en place, mais on a retrouvé les têtes qui étaient tombées, mais qu'on a gardées au musée. Et donc, l'interprétation qui est donnée maintenant par les archéologues, c'est de dire que ces têtes représenteraient les différentes étapes de la transformation d'un homme en jaguar, ce qui ramènerait bien sûr à des pratiques chamaniques qui, à l'époque, devaient être quand même assez importantes. Et ce petit jaguar, regardez, on le retrouve ici de façon beaucoup plus naturaliste sur une céramique typiquement de Chavin, cuite dans une atmosphère pauvre en oxygène, donc elle est noire, et qui possède un étrier et un goulot, qui est le marqueur de la céramique du nord du Pérou. Chaque fois qu'on voit une céramique avec ce genre d'étrier, on sait qu'on est devant une céramique de la partie nord du Pérou. Quant à l'orfèvrerie, eh bien, on n'en a pas retrouvé beaucoup à Chavin, mais dès 1500 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'au Pérou, on maîtrise parfaitement tout ce qui est l'art de l'alliage des métaux, la fonte, le laminage, le travail au repoussé, le travail à la cire perdue. On sait faire ça très, très bien. Et un petit site qui s'appelle Kunturwasi, qui n'est pas très visité, mais que je vous recommande de découvrir parce qu'on y a découvert des choses incroyables, nous a justement montré qu'on avait des couronnes qui avaient été déposées à côté des corps des défunts. On a des pectoraux, on a des boucles d'oreilles, et que l'art de l'orfèvrerie et de la métallurgie était déjà parfaitement maîtrisé à ces époques anciennes. Chavin de Huántar, à partir de 400 avant notre ère, va commencer à décliner, le site sera abandonné, et on a à cette époque-là une époque de transition jusque vers le début de l'ère chrétienne, qui va donner naissance à des tas de petites cultures différentes, bon, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre maintenant parce qu'on sortirait du sujet. Mais à partir de 100 de notre ère, on voit apparaître à nouveau ce qu'on appelle des cultures régionales, qui sont les héritiers de Chavin, qui ont à voir avec ce qui s'est passé auparavant, encore une fois parce que les gens bougent, mais emmènent avec eux leurs traditions, leurs croyances et leur organisation sociale. Et on voit apparaître le long de la côte, vous vous souvenez, petite rivière dont je vous ai parlé,
Eh bien, regardez ici, ces rivières, on va les trouver et dans chaque vallée, on va trouver, regardez, les petits triangles jaunes que vous voyez ici correspondent à des centres cérémoniels. Et on voit apparaître une culture très importante qui s'appelle la culture moche. Alors, dans la littérature, vous allez trouver moche, mochica. C'est kif kif burrico, parce que moche, c'est en espagnol, mochica, on l'a inventé pour les vocables français, parce que sinon, pour nous, ça fait la culture moche. Alors, c'est pas terrible. Donc, on utilise le terme mochica. La culture moche, elle se sépare en deux. On a une culture vers le nord, une culture vers le sud. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est des typologies céramiques différentes. Mais on a des grands centres qui vont apparaître à partir du début de l'ère chrétienne, notamment le site de la Huaca del Sol et la Luna, qui se trouve à côté de la ville de Trujillo, que vous voyez ici en arrière-plan. Et ici, on est devant des pyramides d'adobe, un peu comme ce qu'on avait à Caral, sauf qu'on ne va plus remplir les pyramides avec des chikras, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais avec d'autres briques d'adobe. Donc ces pyramides, c'est des millions de mètres cubes de briques d'adobe qui vont être utilisées pour construire ces pyramides. La pyramide du Soleil a été moyennement fouillée parce que on s'est concentré plutôt sur celle qui était en face d'elle et que l'on appelle la pyramide de la Lune. Entre les deux, on a une grande place cérémonielle. Et voyez que sur cette place ici, on a fait il y a déjà quelques années des fouilles, on a retrouvé en fait des choses très intéressantes, mais en fait on a deux pyramides qui sont deux grands centres cérémoniels. Et la pyramide de la Lune, c'est là qu'on a trouvé le plus de matériel, le plus de restes archéologiques les plus intéressants. Donc c'est vrai que les archéologues se sont surtout concentrés sur cet édifice, qui est placé en fait au pied d'une montagne, regardez, qu'on appelle modestement le Mont Blanc, le Cerro Blanco. Et cette pyramide, en fait, si elle a été placée au pied de la montagne, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ça veut dire que la montagne, elle est considérée comme un élément culturel. La montagne, c'est ce qu'on appelle en quechua un apu, APU, c'est-à-dire une huaca, une montagne sacrée. La pyramide est une huaca, mais la montagne derrière, elle est très importante pour la sacralisation du paysage. Et cette pyramide, sa façade principale à l'époque, eh bien, regardez, était entièrement peinte, entièrement décorée. Tous les différents gradins portaient des motifs de décoration. Et dans la partie basse, la première rangée que vous voyez ici, eh bien, ce sont des captifs qui sont traînés par des guerriers qui sont amenés en fait à la pyramide pour être sacrifiés. Et ça, c'est une tradition andine, effectivement, qui est très importante chez les mochés, mais comme je vous ai dit, qui existait déjà probablement auparavant. Donc, en fait, toute l'iconographie de ce temple tourne autour de l'acte sacrificiel. Dans la partie haute, on a des petites places, on a des coursives, on a des petits accès avec des rampes, et on a des décorations, comme vous le voyez. Cette pyramide, elle a 6 étapes de construction différentes, et donc, on peut retracer, en fait, en faisant des fouilles transversales, les différentes constructions les plus anciennes. Là, vous voyez ce qu'il reste de cette façade principale. Tout le paquet que vous voyez là de sédiments maintenant n'existe plus, a été enlevé par les archéologues. Donc, on a dégagé complètement toute la partie de la façade principale qui est très importante. Et vous voyez qu'on a des trous et des percées qui permettent de retrouver les murs des constructions antérieure. Et à l'intérieur de la pyramide, eh bien, on va trouver justement des décorations de ces cours intérieures. Vous voyez, les remblais ici, ils avaient été mis justement au moment où on décidait de sceller l'ancienne pyramide et d'en construire une nouvelle, un peu comme des poupées russes, si vous voulez, qui vont aller comme ça en s'agrandissant. Et sur les terrasses intérieures, ici, on a retrouvé des peintures magnifiquement bien préservées grâce au remblai et qui représentent ici une divinité moche qui fait un petit peu penser à ces divinités monstrueuses de l'époque chavine qu'un archéologue qui s'appelle Rafael Larco a appelé Ayapaek. Maintenant, on l'appelle plutôt le dieu de la montagne. En tous les cas, c'est une divinité un peu monstrueuse qui est éminemment liée au sacrifice, comme vous le voyez ici à droite sur ce dessin. Donc, un personnage avec des crocs saillants qui tient une tête coupée et qui présente un toumi qui est en fait un couteau sacrificiel. Et justement, des céramiques que l'on a retrouvées sur le site, eh bien, regardez celle-ci qui nous représente la montagne, le dignitaire qui est ici assis, et on a un petit personnage en haut
qui a la tête balancée vers l'avant et des cheveux également balancés vers l'avant. Et regardez le sang qui coule de la partie haute de la montagne et des assistants qui se trouvent juste de part et d'autre. Donc, ça veut dire que le Cerro Blanco qui est derrière, eh bien, justifie l'implantation du site. D'ailleurs, une partie de la montagne fait même partie du site. On a un affleurement rocheux qui a été intégré au site. Donc, la montagne devient un élément non plus naturel, mais un élément culturel. Et la montagne, eh bien, elle est perçue comme une divinité à qui il faut rendre hommage, à qui il faut donner, faire un rituel et donner des offrandes, et des offrandes à caractère sacrificiel. Les céramiques moche sont très belles et très importantes. Vous avez ici une jolie assiette avec sur le pourtour, regardez, des guerriers qui en fait ont un corps serpentiforme. Alors on est devant un paysage et une ambiance mythologique très forte chez les moche, mais on a aussi beaucoup de représentations de la vie quotidienne, comme par exemple, regardez ce guerrier ici, très jolie céramique avec un guerrier qui tient une lance. On a ici un médecin qui est en train d'ausculter le corps d'un personnage. Là, on va retrouver notre jaguar humanisé avec des décorations et des incrustations de coquillages. Là, on a un petit personnage aussi avec une coiffe très particulière, des grosses boucles d'oreilles, qui est assis, qui tient des choses dans ses mains. Et les moche, contrairement aux autres cultures, vont aussi représenter ce qu'on appelait des vases portraits. Regardez, ils vont s'attacher à représenter les traits humains dans leur particularisme, dans leur variété d'une personne à l'autre. Et il n'y a qu'eux qui vont faire ça. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de céramique érotique. Alors ça plaît toujours beaucoup aux gens quand on visite les musées à Lima, parce qu'en général, quand on arrive dans la salle érotique au musée de l'Arco Herrera, d'un seul coup, les yeux commencent à briller et tout le monde s'intéresse beaucoup plus aux céramiques qui sont présentées, comme celle que vous voyez là, de personnages ensemble dans un lit, en tous les cas couvert par une petite couverture, mais qui laisse juste voir ce qu'il faut voir. Et puis ici, deux personnages, bien sûr, en pleine action. Le site de Sipan est un autre site moche très important puisqu'on a fait la découverte au site de Sipan en 1987 d'une tombe inviolée, d'une tombe intacte, et ça c'est rare parce que malheureusement beaucoup des sites sont profanés par des pilleurs de waka qu'on appelle des wakeros. Voilà le site de Sipan tel qu'il apparaît à l'heure actuelle, voilà tel qu'il était à l'époque de son apogée, probablement vers 400-500 de notre ère. Et ce site de Sipan donc, nous a révélé cette magnifique tombe. Si vous voulez, la tombe du seigneur de Sipan est au Pérou, ce que la tombe de Toutankhamon est à l'Égypte. Pour vous donner une petite idée, ça a vraiment créé un phénomène d'enthousiasme et d'attrait pour l'archéologie péruvienne à partir du moment où on a trouvé cette tombe qui est richissime. Donc, vous avez le seigneur de Sipan enterré avec d'autres personnes autour de lui, mais surtout une quantité de pièces phénoménales que l'on a retrouvées, beaucoup de travaux d'orfèvrerie, beaucoup de céramique, beaucoup de pectoraux, de perles, enfin un matériel qui d'ailleurs a donné naissance à un musée que l'on trouve maintenant à Lambayeque, qui est consacré simplement aux tombes du site de Sipan. Donc c'est pour vous dire. On retrouve notre Ayapaek, donc notre dieu des montagnes, qui tient toujours une petite tête et un couteau. Et ça, c'est un ornement en fait qui était placé, c'est ce qu'on appelle des protecteurs coxo, qui étaient en fait des protecteurs que l'on mettait sur le coccyx et sur les hanches pour se protéger lors des combats. Les narigueras, qui sont les ornements de nez, sont des éléments toujours extrêmement décorés. Regardez ici, par exemple, on a une petite tête et sur le côté, là, on a un condor qui est en train, en fait, de picorer la tête d'un captif. Et souvent, effectivement, on sait que certains corps des sacrifiés étaient laissés aux oiseaux, aux prédateurs, et le condor, bien sûr, est un charognard. Les boucles d'oreilles du seigneur de Sipan sont remarquables, comme vous pouvez le voir ici. C'est fait dans l'art de la miniature. On a le seigneur qui est représenté ici avec son bâton, avec son bouclier, et le petit collier, les petites boucles d'oreilles, le bouclier, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent s'enlever
les uns à côté des autres et se refixer. Donc, ce sont des éléments indépendants qui ont été amalgamés et collés ensemble pour faire la représentation du personnage. Et un joli petit canard aussi qui est représenté en mosaïque de turquoise. Donc, la découverte du site de Seigneur de Sipane, si on reconstitue en fait un peu les éléments, ben voilà à quoi devait ressembler Monsieur de Sipane, avec ses énormes boucles d'oreilles, avec un pectoral avec des cacahuètes en argent et en or, son sceptre, et puis cette fameuse coiffe en demi-lune qui reflétait le soleil. Et vous imaginez tout cet or qu'il portait, et bien de loin, quand le soleil se reflétait, ça devait avoir beaucoup d'éclat, ça devait fasciner complètement les gens de voir un personnage avec autant de brillance et autant de reflets. Un autre personnage qu'on a retrouvé qui était probablement fixé sur un étendard, qui est une figure mythologique d'un homme, mais d'un homme crabe. Regardez, là, la tête, c'est un homme, mais le reste du corps, c'est le corps d'un crabe avec les pinces de chaque côté. Et pourtant, il a des jambes qui, elles, sont bien humaines. Quant au sacrifice chez les Moche, comme vous avez compris, il est au centre de toutes les activités rituelles. Et ici, on a un déroulé d'un vase qui est extrêmement célèbre, qui représente justement le dignitaire ici, qui reçoit un vase de la part d'un prêtre qu'on appelle le prêtre oiseau. Et en bas, vous avez le sacrifice qui a lieu. Vous voyez le petit personnage ici. Il y a un méchant guerrier qui plonge sa main dans sa gorge pour en extraire le sang. Ici aussi, on retrouve la même action. Donc, on ne peut pas nier les sacrifices chez les Moche qui étaient très importants, et de plus, on a retrouvé un ensemble de squelettes qui le démontrent. Dans la même culture, mais sur un autre site un petit peu plus au nord, qui s'appelle le site d'El Brujo, on a fait une autre découverte extraordinaire de l'enterrement, cette fois-ci d'une jeune femme qui devait avoir à peu près 25 ans, qu'on vous a représenté ici avec sa coiffe, avec des bâtons qu'elle avait de part et d'autre de son corps, donc un même positionnement que ce que je vous ai montré sur le dieu au bâton, un positionnement de pouvoir, et le paquet funéraire qui est représenté ici ne pesait pas moins de 100 kilos, mais vous voyez qu'on lui en avait mis des choses sur elle pour protéger l'enterrement. Et cette jeune femme eh bien, nous a livré 41 narigueras que vous voyez ici, qui sont absolument remarquables, un mélange d'orfèvrerie, donc à base d'argent et d'or, qui représentent des personnages. Là, on a des petits oiseaux, là, on a des personnages mythologiques avec des couteaux sacrificiels, et puis une très jolie petite céramique ici, où on a une femme qui porte un enfant et qui présente l'enfant à une guérisseuse, à une chamane, ce qui a laissé penser que peut-être que cette dame, qu'on appelait la Dama del Cao, était une guérisseuse. Ce que l'on sait par contre très bien, c'est qu'elle est morte suite à son accouchement, parce qu'elle était enceinte au moment de son décès. La culture Moche, à partir de 800, va se déliter et on va voir apparaître une autre culture qu'on appelait l'Ambayeke. Et il y a quelques années, on a découvert une tombe qui est tout aussi importante que celle de la Dama del Cao, qui est la tombe de la Dama de Chornoncap. Et là, regardez, on vous a représenté l'emplacement de la tombe où on avait le fardeau funéraire. Et cette fois-ci, chez les Lambayeke, on enterre en position fétale. Et cette femme était assise, donc elle portait un masque qui est celui que vous voyez ici, et elle était entourée d'autres femmes qui avaient été enterrées en même temps qu'elle. Elle avait un très joli sceptre en or où on voit un petit personnage qui a les mains à l'écart. Et la céramique de l'époque Lambayeke, c'est une céramique qui n'est plus aussi, je dirais, représentative, figurative que la céramique Moche. Elle est plus conceptuelle et elle laisse apparaître peut-être des traits de fardeau funéraire, parce que ce sont des traits très statiques qu'on a appelés wako rei, wako voulant dire les vases trouvés dans les waka, donc on appelle ça des wako, et on a des petits personnages avec des yeux étirés qui est une sorte de symbole iconographique de la culture Lambayeke. Et on va retrouver ces yeux étirés aussi, sont des masques, regardez, qui sont énormes. Et la culture Lambayeke, elle est l'héritière d'un passé très riche, mais elle va beaucoup se spécialiser dans l'orfèvrerie et nous donner des pièces d'orfèvrerie énormes, phénoménales, comme ces masques que vous avez ici. Et la tradition, regardez, c'est de peindre sur l'or. Ça, c'est assez particulier. Donc, on a des masques funéraires fabuleux, de même qu'on a aussi des tumis, donc ces couteaux sacrificiels, qui représentent cette divinité aux yeux allongés qu'on appelle Naimlap chez les Lambayeke, qui est une sorte de héros mythologique
sur lesquels on a quelques informations à travers la littérature et la mythologie. Et vous voyez que le visage est toujours le même, mais les décorations vont varier. Là, on a des incrustations de turquoise sur les oreilles ou dans la coiffe, qui montrent que ces couteaux, bien sûr, n'étaient pas utilisés, mais c'était des couteaux à caractère cérémoniel. La culture lambayété, à son tour, sera conquise par les Chimú à partir de 1200 de notre ère. Et les Chimú vont fonder une capitale, parce que ce soit les Moche ou les Lambayéké, on a plutôt des cités-États. Et à partir de 1200, on a un centre cérémoniel qui est très important, qui s'appelle Chan Chan, qui est considéré à l'heure actuelle par les archéologues comme la plus grande cité d'adobe au monde. On est sur 24 km² de superficie et on a 10 palais, regardez, dont les limites sont représentées, vous le voyez ici, avec des murs qui font à peu près 9 mètres de haut, et chaque dignitaire faisait construire son palais au moment de son règne, s'y faisait enterrer, et son successeur allait construire un autre palais à côté. Donc entre 1200 et 1480, la culture Chimú va se développer de cette façon-là. 1480, pourquoi une date aussi précise? Eh bien, c'est parce que les Chimú vont être conquis par les Incas, qui eux viennent des Andes et vont occuper ce territoire. L'intérieur de ces palais nous donne des grandes places cérémonielles, regardez, avec des murs décorés. Là, on a un exemple de décoration. On va retrouver le motif de la montagne ou de la demi-croix andine. Et regardez, il y a des petits poissons qui montent tout le pourtour, qui nous évoque l'aspect maritime. Et on dit même que ces petites rainures représenteraient les vagues de l'océan. En tous les cas, on est toujours sur une représentation de l'eau associée à la montagne ou du sang associé à la montagne. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'eau et le sang sont des symboles interchangeables qui sont liés au rituel de fertilité. À l'intérieur de l'espace, on a des petites pièces également dans chaque palais avec des sortes de croisillons, regardez, qui sont très esthétiques, et des petites pièces en U que vous voyez ici, qui sont des petits temples dans lesquels on déposait des représentations de divinités dans les petites niches tout aux alentours. Et donc, chaque temple, en fait, chaque palais est constitué avec une place cérémonielle, avec les espaces intérieurs, avec la plateforme funéraire, et répond en fait à une sorte de schéma de construction qui est toujours le même. Les céramiques Chimú, elles sont aussi moins belles que les céramiques Moche. C'est un peu hérité des Lambayéké parce qu'on utilise toujours la couleur noire. On cuit dans une atmosphère pauvre en oxygène, donc on a des céramiques noires. Mais c'est un choix culturel, c'est un choix esthétique qui a été fait par les Chimú, et on a des représentations assez naturalistes, comme ici par exemple des représentations de poissons. On retrouve l'étrier et le goulot, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et ici on a aussi des représentations de poissons ou de sortes de mammifères marins. On est très lié au monde maritime chez les Chimú. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ici ce chien sans poil, qui est un chien préhispanique, présent en fait sur tout le continent américain, mais beaucoup au Pérou. Maintenant, on le trouve sur les sites archéologiques. Il est moche comme tout parce qu'il n'a pas de poil, mais il est très gentil et il a juste une petite crête, regardez, en haut, sur le haut de la tête, qui parfois même est de couleur est blonde. Donc, c'est assez surprenant. Pendant que dans le nord, nous avons ces cultures locales très importantes, telles que la culture Moche et Lambayé, qui est Chimú, vers le sud, on a aussi des cultures anciennes, locales, comme la culture Paracas. Vous voyez, 400 avant, 100 après, qui est donc tout de suite après Chavin, et qui va nous laisser alors elle des tissus absolument incroyables, avec plus de 240 types de couleurs utilisées dans des tissus. Donc vous avez quelques petits exemples ici, et ces tissus étaient utilisés pour entourer les corps des défunts que l'on plaçait dans des corbeilles en position fétale. Et on faisait ce qu'on a appelé des fardeaux funéraires, et on enveloppait jusqu'à faire des fardeaux incroyables. Regardez quelques détails ici de ces magnifiques tissus qui n'ont pas d'équivalence après, même si le textile est toujours très important dans les Andes, mais toutes les couleurs utilisées ici par les Paracas ne connaîtront pas de pérennité.
il y a certaines couleurs dont on ne connaît pas l'origine. Et regardez un petit peu la nuance de ces couleurs, la vivacité de ces couleurs. Et là, on a un petit personnage qui semble flotter dans l'air, dont la tête est coupée et qui porte un couteau cérémoniel, un couteau sacrificiel. Ici aussi, on a deux petits personnages qui portent des têtes coupées devant eux. Et on pense qu'en fait, toutes les représentations réalisées sur ces tissus aidaient le personnage à se transformer d'homme en ancêtre, à passer du statut d'homme au statut d'ancêtre. Et voilà à quoi ressemblaient les fardeaux funéraires, puisque le squelette donc était placé en position fétale dans une corbeille et s'était entouré et entouré et entouré, et ça donnait ça, un énorme fardeau funéraire. Parfois, en fait, la tête était à l'intérieur, parfois elle était à l'extérieur comme cette photo, mais en général, elle est à l'intérieur et on met une tête factice sur la partie extérieure. On a retrouvé des lieux dans lesquels on avait jusqu'à 500 fardeaux funéraires disposés en même temps. Et cette culture Paracas, elle va donner naissance à une autre culture qui est la culture Nazca, qui elle est contemporaine des moches. C'est la même époque que les moches. Et on a un site cérémoniel très important qui s'appelle le site de Cahuachi, qui à l'heure actuelle est fouillé par un archéologue italien qui s'appelle Giuseppe Orifeci, qui a mis au jour tout un ensemble, regardez, de terrasses, de plateformes qui montrent que Cahuachi était un peu comme les sites moches, c'est-à-dire un lieu cérémoniel, un lieu dans lequel on recevait les populations, peut-être un lieu de pèlerinage aussi, même si on n'en a pas vraiment la preuve. Par contre, ce que l'on connaît mieux à propos de la culture Nazca, eh bien, c'est leurs fameux géoglyphes. Regardez, ici, on a un très joli petit colibri. Ces géoglyphes dont on sait maintenant qu'ils sont des chemins cérémoniels qui étaient parcourus en procession par des prêtres, par des personnes importantes, parce qu'on a retrouvé le long de ces lignes eh bien, des restes d'offrandes, des petits adoratoires, des petits autels. Donc, on sait qu'on est devant quelque chose de éminemment cérémoniel. Et sur la céramique Nazca, on va trouver ces lignes représentées. C'est comme ça qu'on a pu faire le rapprochement entre les céramiques qui étaient datées et les lignes qui, elles, étaient beaucoup plus difficiles à dater. Et dans les céramiques, on a aussi des représentations parfois très naturalistes. Regardez comme cette jolie petite dame ici. Et là, on a un petit monsieur qui, par contre, regardez, quelque chose qui lui sort de la langue, qui ressemble à une petite, enfin, un flot sanguin, une petite tête, et qui tient aussi ici des éléments liés à la fertilité agricole. Là, on a un joli petit singe qui est représenté et une divinité chez les Nazca qui est très importante, qui est liée au sacrifice, qui est ce chat monstrueux qui a, en fait, c'est une sorte de félin, de jaguar avec des moustaches proéminentes qui apparaît ici sur son torse. Et regardez ici, donc entre les jambes, on a une autre petite tête féminine qui apparaît. Et ce chat monstrueux est toujours lié à l'acte sacrificiel et des têtes coupées chez les Nazca, on en a retrouvé énormément. Pour revenir dans la région de Lima, on a un grand centre cérémoniel qui est absolument passionnant parce qu'il est celui qui montre le mieux le mélange des différentes cultures, des différentes influences, qui est le site de Pachacamac, qui se trouve à peu près une trentaine de kilomètres de Lima, et où on va avoir des pyramides à rampe qui donc sont datées à peu près de vers 800 de notre ère. Et les Incas, qui plus tard vont occuper cette partie du territoire, ont construit sur le site de Pachacamac un temple qui est le temple du soleil. Alors c'est un livre d'histoire à ciel ouvert, le centre de Pachacamac, parce qu'on y trouve, regardez, une présence humaine de 100 après Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Espagnols, parce que les Espagnols vont occuper et vont piller ce site. Donc, ça veut dire que depuis 100 de notre ère jusqu'à 1531, on a une occupation continuelle et vont se succéder tout un ensemble de cultures très importantes, dont justement une culture qui vient des Andes. Voilà ici une très jolie photo de la vallée sacrée des Incas, et une culture qui vient des Andes, qui est la culture Wari, qui, elle, représente en fait le deuxième horizon panandin de 800 à 1200 de notre ère, puisqu'elle est comme Chavin, elle va avoir une influence sur tout le territoire péruvien. On va trouver du Wari partout. Et dans la région de Cusco, on a un grand site qui s'appelle Piquillacta, dont vous voyez ici une allée centrale, qui nous montre que la vallée de Cusco, eh bien, elle n'a pas été occupée que par les Incas, elle était déjà occupée à l'époque pré-Inca, et notamment par ces fameux Wari, dont on a ici des représentations. Regardez le personnage ici, c'est aussi le dieu au bâton. Donc on a encore une fois le même personnage que celui qu'on avait à Chavin qui est représenté.
Et là, on le retrouve aussi sur des vases à caractère cérémoniel. Et cette culture Wari, eh bien, elle est très liée à une autre culture que l'on trouve de l'autre côté du lac Titicaca, qui s'appelle la culture Tiahuanaco. En fait, les deux fonctionnent en parallèle. Et ici, vous avez une photo de ce beau lac Titicaca avec l'île de Taquile, qui est une île naturelle qui trône au milieu du lac. Alors, les Péruviens disent que le Titi, c'est pour le Pérou et le Caca, c'est pour la Bolivie. Mais la Bolivie dit la même chose de l'autre côté. Quant à la ville de Cusco, eh bien sûr, elle sera la capitale de l'Empire Inca qui est issu de cette culture Wari Tiahuanaco. C'est un petit groupe de personnes qui va fonder la ville de Cusco en tant qu'empire Inca. Et les Incas vont rayonner sur l'ensemble de ce territoire et les Incas seront le troisième grand horizon panandin puisqu'on va les trouver partout et qu'ils vont avoir une expansion fulgurante en très peu de temps. Comme je vous ai dit, c'est simplement 100 ans d'histoire. Mais les Incas vont récupérer toutes ces traditions que je viens de vous parler et le génie des Incas, c'est d'avoir récupéré toutes les traditions, tous les savoir-faire et de les avoir optimisés en même pas 100 ans d'existence. C'est là leur génie. Et bien sûr, ce sont d'incroyables bâtisseurs, comme vous le voyez ici, avec le site de Sacsayhuaman, qui est un site à l'extérieur de la ville de Cusco, le temple de Coricancha, et regardez ici donc la photo actuelle de la ville de Cusco, et toute la beauté, en fait, toute l'originalité de Cusco, eh bien, c'est que la ville a été construite sur les ruines incas, avec le style espagnol, puisque les Espagnols vont détruire les bâtiments, construire par-dessus. Regardez ici, par exemple, le Coricancha, qui est le temple du soleil, qui était le cœur cérémoniel de l'Empire Inca et de la ville de Cusco. Il nous reste le tambour solaire, le mur ici, mais par-dessus, bien, on a l'église de Santo Domingo, l'église de Saint-Dominique, qui est bien sûr, elle, complètement espagnole. Donc, on a un syncrétisme qui va se faire à Cusco, et c'est ce qui fait vraiment toute l'originalité de la ville, parce que nulle part ailleurs dans le monde sud-américain, on ne retrouve cette combinaison de style ancien préhispanique et de style espagnol. Les Incas, qui étaient donc une population très organisée, très structurée, avaient inventé un système de comptabilité qu'on appelle le quipu, que vous avez un exemple ici, dont on ne connaît pas, on ne sait pas encore le déchiffrer. Ça fonctionnait sous forme de cordelettes à nœuds, avec des couleurs, comme vous le voyez, et avec une base décimale, puisqu'on a un nœud, deux nœuds, trois nœuds, et on va enregistrer des quantités, ce qui permettait aux Incas eh bien, d'enregistrer les taxations perçues sur les populations qu'ils avaient conquises et les tributs qui étaient payés par ces populations. Et le site, bien sûr, le plus connu, le plus beau, le plus célèbre, c'est le site de Machu Picchu. Et je ne vais pas continuer à le détailler ici parce que le temps me manque, mais par contre, je vous invite à aller le visiter parce que Machu Picchu, on a beau avoir vu des photos maintes et maintes fois, le voir en réel, croyez-moi, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans votre vie.